Howard, bonsoir. Merci d'être avec nous sur Label Télévision, la chaîne panafricaine. Et cet après-midi, vous êtes dans Forum Ado, votre programme qui passe en revue les différentes problématiques et préoccupations des jeunes dans leur rapport avec les parents, les enseignants, les services spécialisés de l'État et les adultes en général. Cet après-midi, nous parlerons d'orientation, tant sur le plan scolaire que sur le plan académique. Je vais vous présenter nos invités du jour. Alors les amis, bonsoir à vous. Bonsoir. Alors comment allez-vous aujourd'hui? Alors, moi j'allais bien tout à l'heure, je vais encore mieux le fait d'avoir répondu à votre invitation. Alors c'est très bien, sauf que honneur aux dames. À ma gauche, mademoiselle Brenda Tiba, bonsoir. Bonsoir Marine. Alors tu es étudiante esthéticienne de laboratoire. Oui, exactement. Tu me dis un mot là-dessus? Oui, en fait, esthéticienne de labo, en un mot, c'est ceux qui font dans la création de produits cosmétiques, donc crème, parfum, rouge à lèvres, tout ce qui concerne la peau. Formidable. Et tu t'y plais là-dedans, ça va? Oui, j'aime bien. C'est le début d'une longue formation? Bien sûr. De combien d'années? 8 ans. C'est très bien. Alors à ma droite, une charmante demoiselle, mademoiselle Richka Monjo, bonjour à toi. Bonjour Marvin. Alors tu es en terminale D, et tu as un amour pour les sciences humaines. Oui. Tu finiras par faire quoi à l'université? Je vais faire médecine. Médecine. C'est le meilleur choix pour toi? Oui. C'est très bien. Alors face à toi, mademoiselle Cindy Lendira, tu es nouvelle bachelière et tu as participé à plusieurs journées sur l'écologie. Oui. Bonsoir Marvin. Et à l'université, tu feras dans... Banque, finance, assurance. Banque, finance, assurance. Oui. Tu peux faire écologie à l'université? Non, ça ne te dit pas? Non, ça me dit pas. C'est très bien. À ta gauche, monsieur Noé Andama, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Très bien. Sûr? Merci. On essaie d'aller, on se maintient. La caméra, ça fait plus peur? Non. C'est une révélation que tu me faisais tout à l'heure. Alors, face à toi, c'est un monsieur assez spécial, puisqu'il n'a pas enlevé ses verres, monsieur Kendrick Makala. Bonjour. Bonjour Marvin. Alors, tu étudies en comptabilité et audit. Rectification, je viens d'avoir mon baccalauréat, mais je compte faire des études de comptabilité. Je compte faire des études de comptabilité. Effectivement. En parallèle, dans tes heures creuses, tu fais un peu de disc joker. Effectivement, c'est quelque chose que j'aime bien. Ça fait déjà pratiquement 3 ans que je suis dans la chose. J'ai une bonne petite certaine expérience parce que j'ai déjà mixé pour pas mal d'artistes gabonais, à l'instar par exemple de Nicolas Mogo et de Zion Staley. C'est très bien. Alors, une chaise vide, le monsieur il est là, c'est monsieur Jacques Manga que je vous prie d'applaudir, s'il vous plaît. Monsieur Jacques Manga, bonsoir à vous. Bonsoir. Après vous. Merci de m'accueillir. Merci de m'accueillir. Merci d'avoir honoré de votre présence sur notre plateau. C'est un plaisir de partager avec les jeunes. Merci bien. Monsieur Jacques Manga Songo, vous êtes père de 4 enfants de nationalité camerounaise et vous avez un parcours professionnel assez motivant. Vous êtes ingénieur de formation, vous êtes 2 fois directeur général, vous êtes 2 fois directeur commercial et vous avez plusieurs fois été chef de département dans plusieurs administrations de la place ou sinon à l'échelle internationale. C'est bien ça, c'est bien résumé. Après mes études d'ingénierie, j'ai fait un parcours d'abord en France, puis en Afrique, plusieurs pays. Et aujourd'hui, après le Cameroun, le Gabon, le Burkina, je suis encore au Gabon. Et je continue à travailler pour une multinationale dans la FinTech. C'est une start-up qui travaille dans les nouvelles technologies et l'économie numérique. C'est très bien. Alors, la raison pour laquelle vous êtes ici, c'est parce que en parallèle, vous avez animé plusieurs conférences sur les métiers, des conférences que vous donnez à l'échelle internationale. Et cet après-midi, vous avez des jeunes avec vous, autour de vous, des jeunes gens qui s'apprêtent à entamer l'université. Pour certains, ils ont déjà enjambé le pas. Et nous allons faire ensemble un petit remue-ménage sur les différents métiers qui peuvent s'offrir à eux. Alors, vous avez une connaissance assez importante sur les métiers de l'eau, les métiers liés à la terre. Dites-nous quelque chose, on est parti. Merci de me tendre la perche en commençant par ces métiers parce que je crois que moi, je suis de formation scientifique. Ok. Mais aujourd'hui, quand on regarde les métiers les plus importants pour notre jeunesse, le premier challenge, c'est d'arriver à se nourrir. C'est le premier challenge que nous avons en Afrique. Et pour se nourrir, il faut cultiver la terre.
et exploiter nos ressources qui sont dans les eaux. Après, on va parler de la santé et on pourra parler des autres métiers. Mais le premier métier, le premier défi de l'Afrique et des jeunes, c'est de nourrir l'Afrique et de soigner l'Afrique. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup parlé de ces métiers agricoles, de la forêt et de l'eau, malgré ma formation d'ingénieur dans les nouvelles technologies qui me passionne. Voilà ce que je vais partager avec les différents jeunes pendant cette émission. C'est très bien. Alors, dans les métiers liés à l'agriculture ou sinon à la forêt en général, on a l'ébénisterie, on a la menuiserie, il y a plusieurs métiers comme ça. Alors, Noé, dis-nous, comment tu reçois ce message-là, sachant que tu as un bac A1 B. Un bac B, excuse-moi. Oui. Bon, déjà, ces métiers-là ne sont pas d'abord très visibles au Gabon. Déjà, Okay. ils ne sont pas très visibles et donc, ils ne font pas partie de mes motivations parce qu'on ne m'a pas parlé de ça auparavant. Et il est difficile pour moi de m'orienter dans ces métiers-là. Voilà. Ouais. Alors ça c'est la problématique typique de tous les pays. C'est-à-dire, il n'y a pas d'adéquation entre l'offre réelle des besoins dans nos sociétés et l'information que nous donnons à nos jeunes pour s'orienter. Ça, c'est le premier défi que nous devons relever par des forums de métiers pour apprendre aux jeunes quels sont les débouchés les plus importants dans nos milieux. Vous parlez du Gabon, on peut parler des autres pays, mais ça, c'est une des premières problématiques qu'il faut aborder. Et il faut l'aborder à travers des forums de métiers pour dire aux jeunes, voilà, aujourd'hui dans tel pays, voici les priorités par rapport aux métiers qui vont nous permettre de transformer notre société. Si les jeunes ne sont pas informés, ils n'iront jamais vers ces métiers. Le Gabon est un pays qui, je prends le cas du Gabon parce que vous avez parlé du Gabon, le Gabon est un pays qui a un très fort besoin en termes agricoles. Et pourtant, est-ce que vous êtes au courant de tous les besoins que le Gabon a en termes agricoles? Donc voilà une des premières questions qu'on doit se poser pour l'orientation des jeunes. Après, on va arriver sur la santé. Et on pourra parler de la forêt. On pourra parler de l'eau. Et je crois que, effectivement, votre première réaction, ce n'est pas d'aller vers ces types de métiers parce que vous n'avez pas l'information. Okay. Et je crois que l'objet de ce type de forum, c'est de montrer aux jeunes qu'il y a d'autres voies que celles qu'on nous donne en général dans les écoles ou dans nos milieux. Voilà ce que je pouvais partager avec vous par rapport à cette première remarque. Merci pour l'éclaircissement. Bon, moi, je suis détenteur de baccalauréat série B et inscrit en droit à l'université Omar Bongo de Libreville. Pensez-vous qu'après 7 ans d'études, si je continue ma formation à l'université en droit, pensez-vous qu'après tout ce sacrifice, je vais rentrer encore dans une autre formation comme celle que vous avez citée? Monsieur Monga, si vous permettez, vous pouvez la digérer. On a Kendrick qui veut répondre, qui veut réagir. Oui, merci Marvin. En fait, je voulais un peu réagir par rapport à ce que le monsieur venait de dire. J'aimerais ajouter que l'information elle-même seule ne suffit pas. Parce que moi, pour ma part, avec mon bac A1, franchement, même si j'ai l'information que les métiers liés à la forêt sont très très rentables, je ne crois pas que je serai à même d'être assez motivé pour faire là-dedans. Moi, je pense en revanche que tout se passe depuis la base. Si depuis mon jeune âge, on m'avait par contre donné cette information, en grandissant, je pouvais avoir déjà cette idée et pourquoi pas peut-être envisager une carrière là-dedans.
Monsieur Monga, on se comprend bien que l'information a sa place. Aujourd'hui, on parle au niveau du Gabon, du plan stratégique Gabon émergent, un plan qui est très bien détaillé, très bien structuré. Mais après, ayant cette information, est-ce que quelque part, il ne faut pas aussi des modèles de réussite pour s'engager dans de telles formations? Dis-nous, Brenda. Ben, moi, je rejoins ce que mon ami vient de dire, en fait, Ok. que l'information ne suffit pas juste, quoi. Après, il faut vouloir faire la chose, faut aimer ce qu'on fait. Donc, qui veut travailler dans le domaine forestier, par exemple? C'est pas tout le monde. Faut d'abord vouloir faire la chose. Et quand on aime faire quelque chose, on le fait bien. Après, dans le cadre de ta formation, tu as tout intérêt de savoir ce qui se passe là-bas, parce que les produits cosmétiques, quelque Bien part, ils sûr. ont leur origine Si, dans... bien sûr, si. Ok. Voilà un métier type qu'elle fait. C'est un métier qui prend tous ses produits dans la forêt. Mais pourquoi est-ce que aujourd'hui, je pense que, notamment dans la transformation des produits de la forêt, parce que quand on parle des produits de la forêt, on a l'impression que c'est péjoratif, mais c'est pas du tout péjoratif. La plupart des parfums proviennent de la forêt. Et aujourd'hui, vous êtes, je crois, j'ai cru comprendre, Esthéticienne de laboratoire. esthéticienne de laboratoire, et vous pouvez très bien mettre en valeur les produits de la forêt gabonaise dans tout ce qui est produit de beauté. Sachant que si vous regardez bien, un certain nombre de multinationales viennent chercher des essences au Gabon pour faire les produits de beauté. Pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas aller dans ce domaine-là pour développer des produits de beauté? Si ma vision va dans ce sens, en fait, parce que j'ai un petit projet qui me tient à cœur depuis déjà plusieurs années. Après l'obtention de mes diplômes, dès que je rentre au Gabon, je veux créer une structure de bien-être qui fera dans la création de produits cosmétiques à base de produits locaux. Oui, parce qu'après, c'est un fait. Nous avons tout ce qu'il faut, nous avons les matières premières. L'Occident vient, on fait des produits finis. Et finalement, c'est nous qui partons encore racheter. Et finalement, nous sommes dans une situation assez compliquée. Elle n'a pas encore parlé. Alors, je vais rejoindre mes deux grands frères. Je pense qu'il ne suffit pas d'informer. Il ne suffit pas de dire que dans le bois, nous avons les métiers d'avenir. Il faut aussi mettre en place des structures. Il faut vraiment motiver les jeunes à aller dans ce sens. On va pas dire que le bois, oui, le bois, on va réussir dans le bois. Mais alors qu'on n'a pas des usines de transformation sur place. On envoie le bois à l'étranger pour venir transformer. Et ça ne pousse pas les gens à aller, ok, c'est juste un projet que le Gabon va mettre en place peut-être dans 5 ans. Et pendant ce temps, qu'est-ce que moi je fais? Je suis bien intéressée, mais il n'y a rien qui me montre que ça va vraiment aboutir. Donc, c'est un peu les craintes des jeunes. Oui, je crois que j'ai commencé par la première chose, c'est-à-dire l'information. Ok. Il faut toujours, de mon point de vue, aligner l'éducation à l'emploi. L'emploi, en fait, les études pour les études, excusez-moi, ça ne sert à rien. Il faut vraiment aligner l'éducation à l'emploi. Tous les pays n'ont pas les mêmes problèmes. Et je pense que il faut que les jeunes en soient conscients. Tous les pays, il faut que vous preniez conscience du fait que vous êtes la jeunesse du Gabon et il vous appartient de régler les problèmes du Gabon et les problèmes de l'Afrique. Personne ne viendra les régler à votre place. Donc, la priorité, ça doit être non seulement cette sécurité dont j'ai parlé, mais aussi la volonté. Il y a deux choses. Il y a d'abord l'information et la volonté, la détermination d'être acteur dans cette transformation. Si vous avez la volonté et vous avez l'information, et après, le cadre existe en réalité. Le cadre existe pour que cette transformation soit possible. C'est pas l'État qui va les faire. L'État n'est pas là en réalité, n'est pas là pour créer tous les emplois. C'est faux. C'est vous qui allez créer les emplois de demain. Ce n'est pas l'État. C'est vous qui allez créer. L'État crée l'environnement pour que ça puisse être possible. Si vous voulez demain faire un métier dans l'agriculture ou un métier dans la forêt, il vous appartient
de vous informer sur les débouchés de ces métiers et de dire, voilà ce que moi je vais apporter à mon pays dans la transformation dans ces métiers-là. Il faut la volonté, comme elle disait tout à l'heure. Il faut vraiment la volonté. Au-delà de l'information, vous devez avoir la volonté de participer à cette transformation. Ça, c'est l'élément clé. Sans la volonté, c'est pas la peine d'entreprendre. Mais vraiment, la volonté de le faire. Et il faut que ce leadership-là, les jeunes, s'en emparent. Il faut que vous compreniez que personne ne viendra transformer votre environnement. Vous devez être les acteurs de la transformation de votre environnement. Voilà les deux premiers éléments que je voulais vous faire partager. L'information et la volonté. Après, on parlera comment est-ce que quand on a l'information, on a la volonté, quels sont les cadres qu'on peut mettre en place. Mais voilà les deux éléments. Vous avez bien dit tout à l'heure, l'information ne suffit pas, mais vous avez évoqué la volonté. C'est la deuxième clé. Il faut avoir envie. Envie de réussir et de transformer dans ces milieux-là. C'est d'abord l'envie. Tout à l'heure, vous m'avez parlé du droit. On peut changer de métier à tout moment dans la vie. Encore, c'est une question de volonté. Et vous pouvez, si vous vous rendez compte, moi j'ai des cas de certains de mes amis qui avaient fait un bac A, qui avaient commencé à faire des études de droit, excusez-moi, qui sont devenus ingénieurs informaticiens. Moi, j'en ai au moins 3. Ça scandalise ce que vous dites. Là, on voit bien comment Kendrick réagit. J'ai au moins 3 amis dans ma vie qui étaient qui faisaient du droit, qui ont fait un bac A, et qui sont devenus ingénieurs informaticiens. Rien n'est impossible. C'est une question de volonté. Et je connais j'ai des amis qui étaient certains qui ont eu un bac B. Un bac B, c'est pour aller faire l'économie, qui sont devenus médecins. Après, il faut dire que l'environnement qui est le nôtre n'est pas tellement propice à ce genre de démarche, parce que tout à l'heure, on demandait à tout un chacun quel est le bac obtenu, et on se rend compte que par rapport à un bac, nous sommes prédisposés à une certaine filière. Alors, c'est ce préjugé qu'il faut casser. Aucun bac n'est la prédestinée d'aucune filière quand on a la volonté de réussir. Le bac ne doit pas être pour vous une barrière. Le bac vous donne un certain nombre d'éléments pour comprendre le monde dans lequel vous allez vivre. Mais croyez-moi, avec un bac A, vous pouvez réussir dans n'importe quelle filière. C'est comme un bac C ou avec un bac D ou aujourd'hui on parle de bac S ou autre. Tout est question de volonté. De mieux comprendre parce qu'après le bac, il faut aller apprendre un métier. Apprendre un métier, ça n'a rien à voir avec le bac. C'est d'avoir la volonté d'apprendre ce métier-là. Et nous devons aussi faire une chose, nous, les chefs d'entreprise, c'est de favoriser des démarches qui sont des démarches d'études et d'intégration en même temps dans l'entreprise. C'est-à-dire favoriser plutôt de l'alternance. Il faut que dans nos sociétés, nous soyons des acteurs de l'alternance. C'est-à-dire que les gens qui font des études, en même temps, travaillent dans des entreprises pour mettre en application. C'est un des pans qui est important dans nos transformations. Et vous devez, vous aussi, pousser dans ce sens-là. Et chercher à faire de l'alternance. C'est comme ça qu'on est très très vite apte quand on fait des études. Moi, je suis pas partisan des études pour les études. Pour répondre à votre question, je suis pas partisan que vous fassiez 5 ans, 6 ans de droit, 7 ans. L'objectif, c'est quoi? C'est la question que vous devez vous poser. Richka. J'aimerais bien rebondir sur ce que vous avez dit. Vous avez parlé d'information et elle a dit l'information n'est pas suffisante. Vous avez dit ça en fait. Et moi je voulais bien dire, mais à quel moment il faut parler de l'information en fait? Parce que si on parle
Si on informe une personne qui a des métiers comme l'agriculture et tout ça, rajouté alors qu'il a fait déjà 7 ans d'études, il a eu son bac, il a déjà son idée, le métier qu'il veut faire, c'est un peu brutal en fait. Alors que si on avertit un enfant, exemple en 3e, pendant qu'il s'apprête à choisir ses orientations, lui dire qu'en fait tu auras ce métier-là si tu choisis ça, tu auras ce métier-là à la suite. Je pense que c'est un peu mieux en fait, au lieu d'attendre. Je suis parfaitement d'accord avec vous et c'est pour ça que il faut organiser de plus en plus ce qu'on appelle des forums de métiers pour les jeunes dans les lycées, pour les aider à comprendre quels sont les métiers qui sont les plus demandés dans leur pays pour la transformation de leur pays. Et effectivement, ça doit commencer par la 4e. Moi, personnellement, j'ai déjà eu à organiser plusieurs forums de métiers pour des élèves de 4e, de 3e, de seconde, de première, de terminale. Et je l'ai fait dans plusieurs pays. Je l'ai fait ici au Gabon, je l'ai fait quand j'étais au Cameroun, je l'ai fait quand j'étais au Burkina et même au Niger. J'ai participé à pas mal de forums d'entreprises, forums des métiers, par mon engagement militant. Parce que j'appartiens à une association dans le monde qui fait de l'éducation une priorité. Donc, dans tous les pays où je suis et dans cette association à laquelle j'appartiens, nous faisons des forums de métiers pour les jeunes. Et je pense que une des choses à faire, c'est d'encourager les jeunes et les parents d'élèves et l'association même des jeunes à solliciter des professionnels pour faire des forums de métiers dans leur lycée. Il faut que tous les ans, dans tous les lycées, il y ait des forums de métiers. C'est comme ça qu'on arrivera à combler le vide que vous avez évoqué tout à l'heure. Et puis j'aimerais aussi dire, ne faut-il pas aussi créer d'autres écoles spécialisées, exemple dans l'agriculture, dans la menuiserie, parce que avoir un bac plus 5 après aller en agriculture alors qu'on n'a pas la main verte, je sais pas trop à quoi ça va servir en fait. Il faut pas attendre d'avoir un bac plus 5 pour aller en agriculture. Dès qu'on finit son bac, il faut aller en agriculture. Oui, en fait, j'essaie de vous dire que, exemple, une personne qui a eu le bac plus 5, et après on lui dit, exemple en comptabilité, qu'il y a déjà trop de ça dans le marché, on n'a plus trop besoin de ça, il faut aller en agriculture, c'est plus ouvert. Ne faut-il pas créer des écoles pour éviter ce genre de choses-là? Effectivement, vous avez raison, mais nous héritons de notre environnement. Le monde ne sait pas faire en un jour. Aucun pays ne sait faire en un jour. Il y a des transformations qui se font. Et effectivement, nous allons avoir ces situations transitoires dans lesquelles il va falloir que... Mais c'est arrivé dans d'autres pays, hein. C'est pas propre à l'Afrique ou propre au Gabon. C'est arrivé dans d'autres pays où, et ça arrive encore aujourd'hui. Je prends un cas simple. Les pays européens n'ont pas suffisamment de personnes pour développer des applications. Ça, c'est un cas actuel. C'est un cas actuel. Si nous prenons la France ou l'Allemagne, ils ont une très forte carence pour des techniciens pour développer des applications. Et il y a des gens qui sont formés, qui sont des comptables, qui sont des gens diplômés en droit, qu'on forme en un an pour aller faire des développements d'applications parce qu'il y a un besoin. Donc, c'est pas propre à l'Afrique. C'est propre, en fait, à la transformation qu'un pays est en train de connaître à un moment donné qui nous impose ces changements-là. Et aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins, notamment pour le Gabon par rapport à l'agriculture. Il faut qu'il y ait un revirement. Le cas de la France et de l'Allemagne, ils sont en retard en développement d'applications. Ils sont en train de convertir des milliers et des milliers de personnes qui ont déjà même travaillé et qui sont au chômage, mais qui convertissent dans le développement d'applications parce qu'il y a une carence. Donc, rien n'est figé. Rien n'est figé. Tout dépend de la situation du pays et de l'environnement. Et il faut s'adapter. Voilà. Il faut s'adapter à ça. Si aujourd'hui, il y a beaucoup plus de débouchés dans le monde agricole, il faut s'intéresser à ce monde-là. Parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, il y a beaucoup de gens qui sont très, très riches qui sont des agriculteurs. Quand on regarde les grands agriculteurs, que ce soit, excusez-moi, je prends un pays comme le Cameroun,
les grands agriculteurs sont très riches. Ouais. Ils sont très riches. Et vous allez dans n'importe quel pays, les grands agriculteurs sont très riches. Et quand on parle de l'agriculture, il faut penser à l'agro. Parce que vous pouvez faire l'agriculture, après faire de la transformation. Pour éviter qu'on ne continue à importer des produits dans notre pays. Voilà un exemple d'adaptation. Voilà, je vais essayer de revenir sur sa question, la reformuler à ma façon, parce que je rejoins d'ailleurs ce qu'elle a dit. En fait, ne faut-il pas, comment dirais-je, revoir le système éducatif africain pour intégrer ces métiers-là qui... C'est vrai que nos systèmes d'éducation sont adaptés à nos besoins. Et il appartient à nos dirigeants de le faire. Mais il y a aussi pas mal d'acteurs privés, parce qu'il y a des écoles privées. On peut faire des écoles d'agriculture dans le privé. Hein. On n'est pas obligé d'attendre l'État. On peut faire des écoles, je dis toutes les écoles possibles. Monsieur Jacques, le privé, ça coûte très cher, le privé. Alors, le public aussi coûte très cher. À la seule différence que ce sont nos impôts qui payent. En fait, dit, ça. Toute éducation coûte le même prix, mais tout dépend de qui paye. Il faut pas. La formation coûte le même prix, mais qui dépend de qui paye. On va Il prendre n'y a pas d'éducation qui soit moins chère. Hein. Toute éducation coûte le même prix, mais tout dépend de qui paye. Alors, monsieur Jacques, on regarde très bien votre parcours et on se rend compte que dans les NTIC, vous êtes très calé, aussi bien sur le plan académique que sur le plan professionnel. Dites-nous en quelques minutes ce qu'on peut retenir de NTIC aujourd'hui. Alors, déjà, moi, j'ai commencé ma carrière dans les nouvelles technologies comme tout jeune ingénieur fou qui avait envie de révolutionner le monde et qui avait envie de développer des applications, d'inventer des choses. C'est ce que j'ai commencé à faire après mes études en France. Ça, je l'ai fait pendant 3 ans où j'ai travaillé comme ingénieur d'application pour inventer des robots pour découper les voitures et tout ça. Et c'était très passionnant de faire ce métier-là de l'informatique dans le monde de l'automatisme. Et puis, au bout de 2 ans, j'ai eu une opportunité, pour dire, qui m'a amené en Afrique pour intervenir dans le domaine toujours des applications, mais plus dans la robotique ou l'automatisme, mais dans la pharmacie. Vous voyez l'écart. Ouais. Donc, je suis arrivé en Afrique dans le cadre d'une mission avec le numéro 1 mondial de l'informatique dans son réseau pour faire un audit. Je vais pas citer les noms des entreprises. Et c'est comme ça que j'ai pris goût à travailler en Afrique. Et j'ai gravi un certain nombre d'échelons. À un moment donné, j'ai compris que faire de la technique pour la technique, ça ne fait pas avancer les choses. Quand on veut amener les autres à faire des choses, à un moment donné, il faut laisser le côté à la technique pour entrer dans l'encadrement, dans le management. C'est comme ça qu'on peut donner le plus aux autres. C'est quand on a déjà acquis une expérience et qu'on décide de partager avec les autres. Et je pense que c'est cette volonté de tirer les autres vers le haut qui m'a amené vers l'encadrement et le management pour me hisser aux directions générales des entreprises et faire ce que je fais aujourd'hui avec un certain nombre d'amis pour réinventer les nouveaux métiers de l'Afrique dans le numérique. Je pense que c'est une question de passion. Il y a pas de choses acquises.
Il faut prendre les opportunités telles qu'elles viennent et puis essayer de les transformer. Moi, j'ai commencé comme ingénieur, je vous ai dit, en automatisme, et puis je faisais du calcul scientifique pour les voitures et tout ça. Et puis après, je suis allé dans la pharmacie, j'ai commencé à faire de la gestion. Et après, j'ai fait de l'architecture des systèmes d'information pour pas mal d'entreprises. Après, j'ai dit, bon, ok, je sais déjà faire tout ça. Maintenant, comment je fais pour encadrer les autres, les jeunes qui sortent de l'école ou qui sont même dans la même entreprise que moi, à s'épanouir, à réaliser leurs rêves. Et c'est comme ça qu'on devient manager. On devient manager parce qu'on a envie d'apporter aux autres. Et c'est ça qui vous pousse vers le haut. Parce qu'en réalité, ce sont les autres qui vous poussent vers le haut. C'est ce qu'on oublie. On n'arrive pas vers le haut parce que on est bon. On arrive vers le haut parce que les autres vous poussent vers le haut parce que vous leur donnez. Voilà ce que je voulais vous partager sur mon parcours personnel. Et puis je peux répondre à certaines questions. Moi, moi, je pense que, après vous avoir compris, je pense que la volonté à elle-même seule ne suffit pas. Parce que après, il y a les réalités du terrain. Pardonnez-moi de l'expression. Mais pour ma part, j'ai pas vraiment voulu faire des études de comptabilité après mon bac. Moi, j'étais plus passionné par l'informatique. Mais la réalité est telle que par rapport à mon bac A1, je peux pas. Pourquoi? Tout simplement parce que non seulement ma conseillère d'orientation m'a dissuadé, mais aussi après, au bourse et stage, après plusieurs tentatives, on m'a fait comprendre que c'était catégoriquement impossible. Et que peut-être pour moi le seul moyen de poursuivre dans l'informatique était d'envisager des études à l'étranger. Or, issu d'une famille, je ne veux pas dire pauvre, modeste, vous voyez que ça demande excessivement d'argent et ça devient catégoriquement impossible. Vous voyez un peu. Donc, pour ma part, je pense que la volonté elle-même seule ne suffit pas, mais à ça, il faudrait aussi joindre les moyens. D'accord. Alors, je vais te partager quelque chose. Si tu as vraiment la passion et la volonté, pendant que tu fais ta comptabilité, il existe ce qu'on appelle des MOOC. Tu sais ce que c'est, un MOOC? Non. Qui sait ce que c'est qu'un MOOC? Un MOOC? Ouais. Non. Alors, ce sont des universités virtuelles qui existent sur Internet, qui sont gratuites, où vous pouvez apprendre n'importe quel métier. Encore une fois, c'est une question de volonté. Vous pouvez continuer à faire de la comptabilité et commencer à apprendre l'informatique à distance. Aujourd'hui, il y a pas mal de cours d'informatique qui sont donnés gratuitement dans les universités virtuelles et qui sont gratuites. Encore une fois, c'est pour ça que je dis que c'est une question d'information. Pour les jeunes, je l'ignorais quand même. vous pouvez effectivement, parce que vous avez un problème financier, ne pas accéder à l'école, mais rien ne vous empêche. Aujourd'hui, Internet a brisé les barrières de l'éducation et vous pouvez, tout en faisant votre formation en comptabilité, si vous le souhaitez, vous former en informatique. Mais est-ce que les enseignements virtuels sont assez, on va dire ça comment, sont comparables à celles sur le terrain comme ça? Je peux te dire que oui. Aujourd'hui, il y a des formations en ligne qui sont aussi, je dirais, prisées que les informations dans les universités. Encore une fois, l'enseignement a évolué. Il faut qu'on arrête de penser que pour apprendre, il faut aller s'asseoir dans une salle de classe. C'est fini, ça. C'est fini. Ok. Il faut pas aller s'asseoir dans une salle de classe. Il faut avoir envie d'apprendre. Envie d'apprendre. Il faut avoir envie d'apprendre. La volonté. La volonté et avoir l'information de où on va chercher la connaissance. Voilà les deux choses. Et je pense qu'aujourd'hui, Internet nous aide à s'affranchir d'un certain nombre de choses. Regardez, moi, je vais vous raconter l'histoire simple et qui m'a passionné. Vous avez suivi le jeune Français qui a inventé
Zapata? Marseillais. Le Marseillais? Oui, oui. Où est-ce qu'il vous a dit qu'il a appris à faire tout ça? Vous avez lu? Vous avez suivi? Il n'a jamais été ingénieur. Il n'a jamais été ingénieur. Il n'est jamais allé à apprendre ça nulle part. Il a appris sur Internet. Alors là. Et aujourd'hui, il a inventé quelque chose que l'armée française est en train d'acheter. Le premier homme volant. Zapata a inventé ça. Oui. Mais c'est ça qu'il faut regarder. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de barrière. Il faut avoir la volonté et l'information. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre sur Internet parce que il y a eu cette volonté de mettre à la disposition de tout le monde la connaissance. Si vous avez la volonté et l'information, je pense que vous pouvez faire un certain nombre de choses. Je vous ai pris cet exemple-là pour vous prouver que on n'a pas besoin d'aller s'asseoir dans une salle de classe Tout à fait. pour apprendre, pour inventer. Non. Merci pour C'est ce une question de discours, volonté. monsieur Jacques. Vraiment, merci pour ce discours. Et on se rend bien compte que vous êtes une personne ressource. C'est pourquoi on va prendre un engagement avec vous. 52 minutes d'émission ne nous permettent pas d'épuiser de ce sujet, sachant que nous avons un second invité que nous allons recevoir tout à l'heure. Alors, merci vraiment d'avoir été des nôtres cet après-midi. Et merci pour cet engagement que vous prenez parce que vous aussi, en tant que chef d'établissement, chef d'entreprise, vous avez une certaine responsabilité. Vous parlez tout à l'heure de faire une étroite corrélation entre la formation académique et en même temps en entreprise, sachant que les entreprises nous demandent souvent 3 ans d'expérience qu'on n'a pas. Vous êtes très dur envers nous, mais quoi qu'il en soit, on verra comment organiser les choses. Alors notre second invité, c'est tout de suite et on le reçoit. De retour sur le plateau, il est à ma droite, monsieur Mélisée Andoua. Vous êtes professionnel, vous êtes coach en orientation. Bonsoir à vous. Bonsoir Marvin. Alors, vous êtes coach en orientation, je l'ai dit. Qu'est-ce que le métier d'orientation? Qu'est-ce que vous dites aux enfants? Alors on va dire d'abord déjà conseiller en orientation. Et à la base, comme je le disais, l'orientation ne se limite pas à mettre les enfants dans des cases par rapport à des compétences scolaires ou des moyennes scolaires. Mais ça va plus loin, c'est encadrer l'enfant dans un projet de vie, c'est lui donner l'occasion d'avoir un pouvoir sur sa vie et de l'orienter par rapport à ses ressources psychologiques, ses ressources naturelles et l'environnement dans lequel il vient. C'est-à-dire, en gros, dire à l'individu qui il est et à partir de là, l'aider à construire son projet professionnel. C'est très bien dit, mais après, vous passez pas du temps sur le plan académique, sur le plan scolaire avec les enfants. C'est-à-dire, tout au long de l'année, ils sont seuls, ils sont avec leurs enseignants. Alors, dis-nous, Noé, à qui revient la décision du choix de la formation? Qu'est-ce que tu penses? Bon, déjà, la décision du choix de la formation vient d'abord de... Parce que le conseiller, si tu me permets, il intervient juste en fin d'année, je pense, non? Je dirais que la formation, l'idée de la formation vient d'abord de l'individu lui-même, avant d'aller vers le conseiller. Mais il y a toute une échelle d'abord pour le choix véritable de la formation. Déjà, l'individu et la personne d'abord qui a la possibilité de pouvoir choisir ce qu'elle veut, ses parents, l'enseignant, les conseillers d'orientation, de l'éducation et les psychologues d'orientation également. Parce que l'enseignant, non seulement c'est celui qui connaît mieux le système éducatif, c'est pourquoi il est bien placé pour orienter l'individu. Il connaît mieux son élève parce que c'est lui qui le forme. S'il s'agit de parler du côté éducatif. Voilà, c'est un peu ça quoi. Donc on ne peut pas dire directement qu'il faut une seule personne, un seul individu pour pouvoir orienter une seule personne. C'est toute une échelle. Kendrick, tu es du même avis? Bien, pour ma part, je partage pas vraiment cet avis parce que déjà, la formation, c'est à quelqu'un. Hein. Pour ma part, je pense que la personne la mieux placée pour faire le choix de sa carrière professionnelle, c'est l'individu lui-même. Les parents, les conseillers d'orientation et autres sont peut-être là pour donner des informations, donner des rouages, des idées et tout, mais après celui qui doit prendre la décision parce qu'il s'agit de sa vie, c'est l'individu lui-même. Donc moi je pense que on ne peut pas, on va dire ça comment, quelqu'un d'autre ne peut pas orienter, on va dire
décider du choix de la carrière professionnelle d'un individu. Parce que bon, tout ça, ça arrive d'abord de la simple volonté. Si vous m'orientez dans quelque chose que je vais pas faire, c'est vrai, je vais faire, mais après, au final, comme main comme ça sur le terrain, une chose est sûre, je vais pas faire ça avec envie. Donc du coup, le boulot, la société assumera les conséquences en fait. Alors Céline, on veut t'écouter. Bon, alors je ne suis pas d'accord avec mon ami sur le fait que ce soit l'enseignant qui doit décider du métier. Le choix, il est personnel. C'est nous qui devons décider de ce que nous voulons faire. On dit de faire ce que l'on aime. Choisis un métier que tu aimes et tu n'auras aucun jour à travailler. Il faut faire ça avec amour. À l'école, tu peux te comporter d'une certaine manière, mais tu ne te comportes pas de la même façon à la maison. Donc, l'enseignant ne voit qu'une facette de toi. Toi seul, tu te connais. Donc, c'est à toi de décider ce que tu veux faire. Tu peux pas parce qu'il va te dire que bon, va comme ça. C'est un métier, voilà, il faut partir. Toi aussi, tu vas juste suivre. C'est toi qui te connais. Donc, il faut faire quelque chose que tu aimes. Il faut choisir une formation que tu aimes. Et encore là, les parents peuvent intervenir uniquement pour te dire, bon, voilà, dans ce secteur, ça va, c'est comme ça. Essayer de te recadrer, mais pas dire que non, voilà, tu dois faire ça. Le choix doit venir de nous. Moi, je vais appuyer sur ce que mon ami vient de dire. Okay. Alors, je pense que le choix, il est personnel déjà. Mais les parents ont leur mot à dire. Et tout dépend de l'exemple de la personne, l'exemple que te donne la personne, en fait. D'accord ? Après, niveau orientation, avec un conseiller, je pense que il a déjà vécu quelque chose, il a une certaine expérience, donc il peut t'orienter, il peut te persuader ou te faire changer, te réorienter, par exemple. Donc, voilà. Donc, je vais rebondir sur ce qu'elle a dit. Bon, déjà, je suis pas très d'accord du fait qu'on dise que ce soit juste l'élève qui doit choisir. Parce que, normalement, généralement, lorsque vous aimez un métier ou bien vous voulez faire le métier et tout, vous choisissez parce que vous avez vu ce qu'on vous montre, en fait. Alors que si vous vous renseignez avec les parents, ils vont vous dire, non, ça, je peux pas trop faire ça parce qu'il y a ça, il y a ça. Hein, faut pas juste aller parce que tu rêves de faire le métier. Donc, tu peux pas choisir toi-même, en fait. C'est 50-50. Exemple, il a dit le professeur et tout peut t'aider. Donc, il faut prendre l'avis de tout le monde. Faut pas juste dire, voilà, c'est ma vie, je choisis. Non. Parce que si tu vas devant et que tu vois qu'il y a des choses auxquelles tu ne t'attendais pas, c'est pas très bien. Monsieur Mehdi, les moyennes sont-elles l'indicateur par excellence pour le choix d'une formation? Non, aujourd'hui, je pense que déjà, on devrait trouver le moyen dans le système éducatif d'orienter les élèves, comme j'ai dit, en se servant d'un autre indicateur que les moyennes. Je prends exemple sur les jeunes qu'on a tendance à orienter. Tout à l'heure, j'ai cru entendre que ceux, par exemple, des séries A1 littéraires ne pouvaient pas faire informatique. En général, nous arrive de trouver des établissements qui acceptent des élèves qui veulent faire informatique et qui sortent d'un bac A1. Pourquoi? Parce que ils se rendent compte que on ne peut pas empêcher à quelqu'un qui présente des aptitudes, qui a appris peut-être en autodidacte dans le secteur de l'informatique et qui présente des compétences pour pouvoir tenir là où on demanderait un bac scientifique ou un bac D. Donc, comme je le dis souvent, on doit pouvoir trouver le moyen de remettre l'individu au centre de l'orientation et non les moyennes. Et puis ça revient donc aux mains des décideurs politiques qui façonnent le système éducatif d'un pays. Ça veut dire que vous avez des reproches sur ce système éducatif? Alors, je ne veux pas dire des reproches. L'être humain n'est pas parfait. Faut saluer ce que font déjà les gouvernants, mais on est à même de pouvoir attendre des améliorations. Quand on parle de système éducatif, on parle aussi d'orientation. J'ai entendu un peu ce qu'on a dit sur le conseiller d'orientation. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les conseillers d'orientation dans les lycées, il faut saluer le travail qu'ils font, mais il faut aussi il faut aussi mentionner le fait qu'ils ont des moyens limités. Je vous prends un cas comme le lycée Léon Bailly, ils sont pratiquement à plus de 7000 ou 8000. Un conseiller d'orientation n'oriente pas que les élèves en terminale. Déjà, ça commence par là. L'orientation, l'élève depuis la 6e a besoin, parce que l'orientation, c'est pas juste orienter, comme je l'ai dit, un élève vers une formation, mais c'est comprendre au-delà de l'école, quel est l'environnement dans lequel l'enfant évolue. Est-ce qu'il est issu de parents séparés? Est-ce que son père est alcoolique? Est-ce que ses fréquentations, c'est des gens qui sont dans la drogue, dans le champ? Est-ce que? Et c'est à partir de tout ça que le conseiller d'orientation est censé faire un tri et après proposer des pistes de solutions. Et je rejoins un peu tout ce qui a été dit sur
sur le plateau par l'ensemble des participants, c'est que l'orientation doit tenir compte de toutes les facultés psychologiques d'un individu et de son environnement. Et à partir de là, on lui propose. Et Mademoiselle Breda a parlé d'exemple. Aujourd'hui, on ne doit pas s'en tenir à ce qu'un parent, parce qu'aujourd'hui, il y a des parents qui imposent encore à leurs enfants, sous prétexte qu'ils payeraient la scolarité. Fais ci parce que je suis mieux placé que toi, j'ai mon expérience. Et je rejoins aussi la jeune fille, mais je rebondis sur ce qu'elle a dit, parce que il faudrait qu'on apprenne à apprendre. Il faudrait qu'on apprenne à expérimenter. Quels que soient les avis que l'on récolte à gauche, à droite, ça ne sera jamais meilleur que la pratique et l'expérience sur le terrain. Et à cet effet, il faudrait qu'on apprenne à valoriser l'échec dans nos cultures. Et ça, c'est un problème. Aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à s'orienter parce qu'ils se disent, je vais aller chez telle ou telle personne, et il a une science infuse, et lui, il connaît mieux que moi. Et il peut arriver qu'on vous donne toutes les informations, vous suivez parce que vous êtes sûr que, bon, moi, je suis fait pour le droit, on m'a dit de faire le droit. Mais en fin, quand vous vous rendez compte que, bon, voilà, quand je suis en première année, deuxième année de droit, ça n'a rien à voir avec ce qu'on m'avait dit, parce que là, je fais moi-même ma propre expérience. Donc, n'ayez pas peur de faire votre expérience, n'ayez pas peur de vous réorienter, parce que, comme on le dit, le plus souvent, la meilleure façon de se retrouver, c'est d'être perdu. C'est bien dit ça. Marvin, tu as parlé de l'orientation selon la moyenne, enfin selon les moyennes de Ok. classe, c'est ça? Oui, c'est correct. Je voulais dire qu'on ne doit pas juste se baser sur les moyennes de classe, parce que on peut avoir des bonnes moyennes parce qu'on a juste fait le réciter et ne pas comprendre vraiment ce qu'on écrit. Alors que si on a des aptitudes et aussi en fait, il faut combiner les deux. Ne pas juste avoir des aptitudes et montrer dans ton dossier que tu n'es pas motivé. Donc, il faut faire les deux, en fait. Je pense qu'on n'a pas juste se baser sur les moyennes, mais aussi sur les aptitudes. 50-50, en fait. Bon, le temps est en train de courir un peu plus vite que nous. Monsieur Mehdi, un mot de fin en tant que conseiller d'orientation à tous ces jeunes qui nous écoutent, à ce qui sont encore sur le banc de l'école, le lycée, à ce qui arrive à l'université et même aux parents, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Bah, déjà, on commencera par les parents. Il faudrait comprendre que chaque individu est différent. Chacun naît avec, comme j'ai dit, une mission de vie. Il faudrait plutôt encourager vos enfants dans les voies qu'ils ont choisies. Aux jeunes aussi de prendre en compte les orientations stratégiques mises en place par les politiques, notamment le plan stratégique émergent, s'orienter vers les métiers porteurs tels que le bois, l'agriculture et la mer, mais aussi, comme on le dit, on a tendance à le dire, ce n'est pas tout le monde qui va s'orienter vers le bois, ce n'est pas tout le monde qui a envie de faire l'agriculture. À tous ceux-là qui ont un rêve, qui ont une passion, qu'ils s'arment de patience, qu'ils s'arment de courage, de détermination. Et comme on dit souvent, Rome ne se pas construire en un seul jour. Croyez en vos rêves, parce qu'aujourd'hui, le jeune Gabonais a besoin de croire en ses rêves et que le ciel accompagne tout un chacun. Monsieur Mehdi, vous êtes marocain, je vous emmène en Côte d'Ivoire dans notre rubrique Les mots d'ailleurs. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Cet après-midi, nous parlerons du Bambara. On va commencer par ceux à ma gauche. Cindy, après toi. Wartila ibeta ekolesola iyama be iyere le barola. Wartimina be me mi be bakare niame moro le borola. Ala be farafina de moussini au balo. C'est mignon ça. Noé, après toi. Wartila ibeta ekolesola iyania be yerele barola wartinina nibe barake inia be moro le borola ala be farafina de moussini au ballo. Wartila, Ibeta, Ekoleso, la, Iania, Bere, la baro, le baro, pardon, la, Artinina, Nibe Barake, Ignabe Moro, le borola, Alabe Farafina, Demoussini, au balo. Digne du vrai francophone. On va t'essayer. Wartila, Ibeta, Ekolesola, Iya Niabe Yere, le barola. Warti Nina Nibe Barake. Ignabe Moro, le barola. Alabe Farafina, Demosini, au balo. Wartila, Ibeta, Ekolesola,
Iania be iere le baralola. Warti nina libera barake. Inia be moro le borola. Ala be farafina de muzini obalo. Wartila, Ibela Ekole Sola, Iania Biere le Barola. Wartininia Mbe Barake, Inia Be Moro le Borola. Ala Be Farafina de Mussoloni Obalo. On va terminer par Monsieur Jacques. Wartila, Ibela Ekole Sola. Iania Mbe Iere le Barola. Warti Nina Nibe Barake. Inya be Moro le Borola. Ala be Barafina. Demusini Obalo. Pendant les études, la réussite ne dépend que de soi. Dans la vie professionnelle, elle dépend aussi des autres. Que Dieu bénisse les enfants d'Afrique.